Nous voilà donc dans la suite de la capsule vidéo. Dans la première partie, nous avons montré les conséquences économiques et sociales ainsi que les conséquences environnementales néfastes de la mondialisation qui sont donc des sujets de contestation et de débat. Maintenant, nous allons montrer en fait que cette mondialisation peut avoir également des conséquences politiques, avec un énorme paradoxe de cette mondialisation qui est le fait que finalement il y ait toujours plus de murs dans un monde sans frontières. Alors, en effet, si on regarde ce document, si on s'intéresse ici à cette carte, on s'aperçoit en fait que, ici, d'accord, pays initiateur du mur, en ce qui concerne le violet, et mur frontalier. On s'aperçoit en fait que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de murs, tout simplement. Vous voyez ici, chaque petit trait violet représente un mur, donc qui sépare un État d'un autre, et pour des raisons diverses. Par exemple, ici, on le voit au Maroc, raison principale invoquée, sécurité, mur avec l'Algérie annoncé en 2015. Ici, c'est évidemment en fait la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Raison principale, l'immigration, construction 2006 en cours parce que ça n'est pas terminé. Et évidemment, ce qui a fait plus récemment, d'accord, la une de l'actualité, c'est ici en fait ce mur anti-intrusion et végétalisé, que l'on trouve à Calais pour éviter que les migrants en fait ne se rendent en Grande-Bretagne. Donc je retourne sur mon diaporama. Donc premier élément, ici il y a d'accord de plus en plus de murs, c'est-à-dire que la mondialisation, qui est pourtant en fait une disparition des frontières pour les produits économiques, a créé ce réflexe de s'enfermer pour tout simplement se protéger. Alors, dans ces conséquences politiques, on peut dire que dans le cadre d'une fermeture des frontières, on est passé d'une frontière administrative à une frontière physique, puisqu'il y a de plus en plus de murs qui séparent des États, 65 murs construits et planifiés, d'accord, en 2007, soit 40 000 km de long, c'est-à-dire la circonférence de la Terre. Et la moitié des murs actuels ont été construits après 2010. Et encore la moitié de plus, sont tout simplement planifiés, ce qui montre tout simplement une accélération en fait de l'enfer. Finalement, on laisse les frontières ouvertes pour les produits, mais alors, en fait, pour certaines personnes, tout simplement, on les ferme, et ça, évidemment, ça provoque des débats, en fait, au sein de la mondialisation. Autre élément, si on regarde ici ce document qui s'intitule « Le retour au protectionnisme », on peut voir que même en économie, on ferme finalement, d'une manière déguisée les frontières, alors par des nationalisations, par des dévaluations, c'est-à-dire qu'on va dévaluer sa monnaie pour être plus compétitif que l'autre, par des normes techniques, si bien que les produits chinois, tous les produits chinois n'arrivent pas en fait dans tous les pays du monde à cause de normes techniques auxquelles ils ne répondent pas, ou alors par la prévalence d'accords bilatéraux entre États. Enfin, dernier élément, alors qu'on parle en fait d'un monde sans frontières en ce qui concerne la mondialisation, le cyberespace, lui, est quant à lui fragmenté puisque certains espaces ne sont absolument pas en fait pénétrables. Je pense notamment à la Chine qui, comme vous le savez, pratique la censure sur la toile. Alors vous pourrez retenir également qu'une mesure protectionniste par jour aurait été prise en moyenne dans le monde entre novembre 2008 et juin 2012, et la Russie, l'Argentine, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Brésil, la France et la Chine sont les pays qui se sont le plus protégés. Donc, ici, débat autour de cette mondialisation. Enfin, dernier élément en fait qui prête débat à la mondialisation, c'est évidemment, vous avez reconnu ici les canettes de coca, déclinées en fait dans le monde entier, ce sont les conséquences culturelles de la mondialisation qui posent débat. En effet, la mondialisation a-t-elle véritablement favorisé une uniformisation du monde? Mais cette uniformisation du monde n'est-elle pas une occidentalisation ou alors est-ce qu'elle n'est qu'une américanisation en fait des cultures? Alors tout d'abord, il est évident qu'il y a une uniformisation culturelle sous le coup de la mondialisation. On consomme partout dans le monde les mêmes produits, on s'habille de la même manière, on écoute en fait la même musique, et évidemment que les progrès de l'internet ont permis cette uniformisation culturelle qui est renforcée par l'urbanisation. En fait, aujourd'hui, les modes de vie sont essentiellement des modes de vie urbains et les villes sont les mêmes partout dans le monde avec la même architecture, les mêmes quartiers des affaires, et puis il y a une culture urbaine avec la musique comme le rap par exemple. Bon bref, uniformisation culturelle. Aujourd'hui, dans le cadre de cette mondialisation, on peut dire également, et ça c'est un autre aspect, que la culture est un moyen d'affirmer sa puissance. C'est ce qu'on appelle en fait le soft power, c'est-à-dire la capacité d'un État à être imité par les autres. Et
quand on regarde l'organisation géoculturelle du monde, ou en tout cas des puissances culturelles du monde, on retrouve ici un certain ordre mondial, au premier rang desquels on trouve les États-Unis. En effet, les États-Unis dominent la mondialisation culturelle de par leurs firmes transnationales. On peut penser en fait à Coca-Cola, on peut penser à Nike, à Disney, qui sont véritablement en fait des symboles de la diffusion des modes de vie. Les films hollywoodiens également en fait et les séries américaines sont diffusées dans le monde entier et véhiculent véritablement un modèle culturel qui est celui du modèle en fait politique américain, c'est-à-dire une démocratie avec une importance des libertés individuelles. Toutefois, il y a une montée en puissance d'autres leaders. On peut penser notamment au Japon, à la Chine, puisqu'ils sont réalisés de nombreux films aujourd'hui. On peut penser à Kung Fu Panda 3 dans les studios à côté de Shanghai. On peut penser à la Corée du Sud notamment. Et puis on peut penser aussi aux pays du Moyen-Orient et notamment en fait à l'Arabie Saoudite avec la chaîne Al Jazeera qu'on surnomme la CNN du monde arabe et qui est diffusée dans de très 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 nombreux pays. Cependant, il y a des résistances à cette uniformisation culturelle. Alors, premier élément de ces résistances, c'est un retour, non pas comme je le montre ici en fait avec ce document, on y reviendra en fait un peu plus tard, mais premier élément de ces résistances, c'est un rejet de l'américanisation des modes de vie, qui se traduit bien souvent dans le monde d'aujourd'hui par des crispations identitaires et par un retour au religieux, et notamment à une forme qui est souvent une forme fondamentaliste et une forme identitaire. Autre élément d'une résurgence des identités dans ce contexte de la mondialisation, parce qu'on a peur de perdre son identité, c'est comme je le montre ici avec ce document qui s'appelle les AOP et les tiers de France. Ce sont bien des petits fromages que vous voyez ici sur le document, une volonté de protéger en fait son identité avec des produits dans le cadre des appellations d'origine protégée qui sont liés à un terroir, c'est-à-dire à un territoire. Ça veut dire que aujourd'hui, en fait, par exemple, pour bénéficier d'un label AOP, un fromage, je sais pas, moi je vais prendre par exemple le brie, ne peut être produit que dans une certaine aire géographique. On résiste en protégeant son identité, mais j'ai envie de conclure cette partie en disant qu'en fait, on est véritablement aujourd'hui plutôt dans le cadre d'un brassage culturel plutôt que dans une uniformisation. Aucune culture ne semble avoir été oubliée sous le coup d'une occidentalisation des modes de vie. Alors, sur ce document ici, vous pouvez voir une réunion de personnes qui a eu lieu le 26 mars 2013 et on se trouve ici au Forum social mondial de Tunis avec des personnes regroupées en fait sous la bannière de l'altermondialisme et dont le slogan est « Un autre monde est possible ». En effet, donc de l'uniformisation au brassage culturel. Alors ici sur ce document, on peut donc y voir des manifestants, ou en tout cas des personnes qui assistent à une manifestation qui a lieu à Tunis en mars 2013 et on se trouve au Forum social mondial. Donc deux personnes qui se regroupent autour d'une bannière avec un slogan, un autre monde est possible. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans le petit 2 que j'ai oublié de noter, que d'autres démarches sont nées par opposition à cette mondialisation telle qu'elle est prononcée. Et au premier rang de ces démarches, on a ces mouvements que l'on appelle l'antimondialisme et l'altermondialisme. Alors, en effet, les mouvements antimondialistes et altermondialistes proposent une autre vision du monde, soit en fait en opposition à la mondialisation, ou en tout cas à la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, ce sont des mouvements de citoyens internationaux qui sont relayés par des partis politiques qui dénoncent les excès de la mondialisation dans les pays riches et développés, comme dans les pays émergents, ou dans les PED, ou dans les PMA. D'accord ? Ils proposent des idées et mènent également en fait des actions. Ici, on a deux mots, tout simplement parce que l'antimondialisme, c'est un rejet total de la mondialisation économique, alors que l'altermondialisme est un mouvement international qui conteste l'orientation libérale de la mondialisation et la prééminence des logiques financières sur les préoccupations sociales, environnementales et de développement. Le but de l'altermondialisme est de promouvoir un autre monde, une autre mondialisation.
Alors, ces mouvements antimondialistes et altermondialistes, surtout l'altermondialisme, eh bien, ont permis l'émergence de nouveaux comportements. Donc, comme je le montre ici en fait avec ce premier document, eh bien, c'est par exemple dans ces autres démarches, ces alternatives à la mondialisation libérale telle qu'elle existe aujourd'hui, la valorisation de la proximité et de la propreté dans la consommation alimentaire. On privilégie aujourd'hui, ou en tout cas de nombreuses campagnes, eh bien, poussent les consommateurs à privilégier le local dans la consommation, ou alors à privilégier en fait une nourriture saine par le biais de labels comme la nourriture biologique. En tout cas, on essaie de pousser en fait le consommateur, et c'est ce que font les mouvements altermondialistes, à s'interroger sur la provenance de ce qu'il ingurgite. Autre élément là-dedans, eh bien, on valorise, en tout cas ces mouvements tentent de valoriser la proximité et la propreté dans la production, en insistant eh bien, pour que l'on recycle davantage, que l'on relocalise des usines, ou alors eh bien, pour faire la promotion des énergies renouvelables. Enfin, valoriser la proximité et la propreté se fait également dans les transports. Les mouvements altermondialistes ont poussé au développement du covoiturage, des transports doux qui ont un écho de plus en plus important dans les pays riches et développés. En témoigne le succès de Blablacar. Enfin, à l'initiative des mouvements altermondialistes, on voit ici qu'on se trouve à Dhaka. Donc Dhaka, on est au Bangladesh, début 2013, une manifestation, quelque chose d'assez inédit, des ouvriers du textile. Donc, dans les pays émergents et les pays en développement, les luttes ouvrières aboutissent à des hausses de salaire. On nous parle ici, je vous laisserai en fait le soin de lire, que suite à ces manifestations à Dhaka, la firme transnationale H&M s'est engagée en fait à obtenir des sous-traitants une augmentation des salaires. Donc, sous la houlette de ces altermondialistes, un autre monde s'organise. Alors, je choisis ici une campagne en fait en faveur du commerce équitable. Donc, tout d'abord, le commerce équitable est une logique commerciale qui favorise une plus juste rémunération du producteur par une augmentation de prix chez le consommateur et surtout par une diminution des intermédiaires. Donc, ce commerce équitable a vu accroître les revenus de 2 millions de paysans du Sud. Il concerne 20% du café consommé en Grande-Bretagne, 5% du thé consommé en Grande-Bretagne également et suscite de plus en plus l'intérêt des firmes transnationales. Mettre en place un mode de commerce équitable, c'est une autre façon en fait de s'organiser et cela permet de proposer une alternative à la mondialisation financière. Autre moyen de s'organiser, c'est toujours le même moyen de s'organiser, mais ici donc je parle du label Max Havelaar, qui est un label en fait qui certifie du commerce équitable. Autre moyen de s'organiser, l'économie sociale et solidaire, qui emploie en fait 2 millions d'emplois de personnes en France. Et enfin, le recours au microcrédit. Alors le microcrédit, c'est un petit crédit qui sert à financer une activité durable, économique et rémunératrice pour son porteur. Il s'adresse à tous ceux qui ne peuvent pas contracter des prêts bancaires classiques. Alors le microcrédit est très développé, donc forcément dans les pays du Sud, là où il y a plus de pauvreté, et il permet à 195 millions de pauvres de fonder leur entreprise. Ensuite, on a également des mouvements dans cette mouvance altermondialiste qui font bouger les lignes et qui font avancer considérablement les choses. Alors, il y a des ONG, au premier rang desquelles, en fait, pas forcément au premier rang desquelles, mais des ONG dans lesquelles on trouve le mouvement Attaque, notamment ici en France, où on trouve le collectif Éthique sur l'étiquette, comme on le voyait tout à l'heure, et surtout ces organisations, en fait, elles viennent de tout un tas de pays, du monde entier. On est ici dans le cadre d'un mouvement mondial. Il y a également des lieux de rencontre, notamment les forums sociaux mondiaux, comme vous le pouvez voir sur ce document en fait ici, indiqué en fait par des points, qui s'organisent tous les ans, essentiellement en fait dans des pays en développement. Ou alors il y a des manifestations d'associations en fait altermondialistes qui se tiennent en marge des grandes rencontres économiques. Vous verrez cela de manière un peu plus précise sur le document et en classe. Enfin, ces mouvements qui s'organisent ont permis de réelles avancées, notamment dans la mise en place de véritables conférences sur l'environnement. Donc, le premier sommet de la Terre a lieu en 1992 à Rio de Janeiro, et puis il est suivi en 1997 d'un autre mouvement, d'une autre conférence qui se tient à Kyoto et dans laquelle des pays s'engagent à diminuer les gaz à effet de serre. On peut penser également à la conférence de Paris qui, en décembre 2015, marque une véritable progression historique puisque pour la première fois, 193 États acceptent, en signant le texte,
de diminuer leurs gaz à effet de serre de manière à ce que le réchauffement climatique n'excède pas 1,5 à 2 degrés. C'est la première fois que la Chine et que les États-Unis acceptent de signer un tel accord. Ensuite, concernant les avancées, eh bien, on peut parler également d'avancées difficiles qui aboutissent parfois en fait à l'accouchement de petites souris, notamment en fait la taxe Tobin. Alors la taxe Tobin, en fait, c'était un projet en fait de taxer eh bien les transactions financières, puisqu'elles ne sont pas taxées, puisqu'elles sont en fait hors sol, et elle a abouti en fait à aujourd'hui, dans l'Union européenne, à la taxation en fait d'une partie infime de toutes ces transactions, mais en tout cas pas des produits dérivés des banques. Voilà, donc à travers eh bien, ce diaporama, nous avons pu montrer que la mondialisation suscite des débats parce qu'elle est discutée sur les plans économiques et sociaux, sur le plan environnemental, sur le plan politique, sur le plan culturel, et que en fait, eh bien, ces discussions ont amené à l'organisation de mouvements qui proposent une autre vision du monde. Ce sont les mouvements altermondialistes.